Bonsoir à tous, mais c'est une légende. On est bien d'accord. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont venus ici pour la première fois, mais il y en a parmi vous, on finit par reconnaître les visages qui nous accompagnent, et nous en sommes très heureux depuis maintenant 3 ans que nous avons commencé cette aventure. Nous pensions à un petit café géopolitique avec une trentaine de personnes, et nous nous retrouvons à chaque fois avec un auditorium plein. Ça veut dire qu'il y a effectivement dans la ville une place pour le débat, une place pour l'échange, une place pour le débat d'idées aussi, quels que soient les sujets, aussi brûlants soient-ils. Donc pour ce soir, évoquer même de façon rapide la géopolitique de la Turquie suppose que l'on utilise différents niveaux d'analyse qui se superposent et qui s'entrecroisent. Dans ces frontières actuelles qui ont été constituées après la Première Guerre mondiale par le fer et par le sang, comme disait Bismarck à propos de l'unité allemande, ce pays est le résultat de l'effondrement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, mais d'un Empire ottoman qui, depuis le début du XVIIIe siècle, 1699 exactement, n'a cessé d'être remis en cause par les peuples qu'il avait pu soumettre pendant la série de conquêtes successives de territoires européens et proche-orientaux depuis le début, depuis la chute de Constantinople en 1453. Alors il conviendra, pour comprendre la géopolitique de ce pays, sous la conduite depuis 2002 de Recep Erdogan, de faire évidemment référence à son histoire, et il faudrait même dire, pour ce qui le concerne, à sa conception de l'histoire, puisque en Turquie aussi, les programmes scolaires d'histoire sont l'objet de discussions, en tout cas sont l'objet de décisions plutôt pour ce qui concerne Erdogan. En France, on a plutôt tendance à en discuter. Il n'est pas question ici de faire des raccourcis et de présenter l'évolution actuelle de la Turquie de façon schématique, en voulant la voir avec un prisme qui est parfois déformé par nos propres conceptions du fonctionnement des institutions ou par les perceptions que nous pouvons avoir des mouvements centrifuges qui se produisent sur ce territoire. Le premier niveau d'analyse se situera donc la Turquie dans son environnement régional. Comme un empire ottoman qui a été rétréci par l'histoire, le territoire de ce pays reste encore accroché à l'Europe, à la fois par le lambeau de terre qui forme le détroit du Bosphore et des Dardanelles, par cet espace liquide que constitue la mer Noire, mais il ne faut pas oublier non plus, et je vais commencer la présentation de ces sliders, de ces diapositives, par la présence en Europe d'une diaspora que les autorités d'Ankara ont tendance, cela a été constaté en Allemagne et aux Pays-Bas, à l'occasion du dernier référendum qui a donné des pouvoirs présidentiels à l'actuel président Erdogan et qui a surtout renforcé la Constitution dans un sens plus présidentiel, on pourrait dire certains autoritaires. Les autorités d'Ankara ont tendance à vouloir faire de cette communauté turque qui vit en Europe une certaine force de pression. La diaspora turque au sens large, c'est-à-dire les nationaux et les binationaux, elle est évaluée à 5 millions de personnes. Il y en a 2,7 millions en Allemagne, plus de 400 000 en France. Je vous passe le détail des chiffres. Vous pourrez retrouver ensuite le texte exhaustif. Vous comprendrez bien que je ne pourrai pas tout présenter ici. Vous retrouverez cela sur le site Clio Conférences, auquel nous ferons directement allusion. Depuis 2013, les électeurs de l'étranger sont invités à participer aux scrutins nationaux, puisque la loi électorale turque a été modifiée pour cela. Alors je vous montre simplement le vote du oui au référendum qui renforçait les pouvoirs du président Erdogan et du président de la République, au-delà d'Erdogan, bien entendu. Vous voyez que selon les pays, le vote oui a été assez différent. Vous remarquerez qu'en Allemagne, comme en France, sans parler de la Belgique et des Pays-Bas, le parti de la justice et du développement, le parti AKP du président Erdogan, semble avoir été suivi par les électeurs turcs. Il n'empêche que malgré le résultat que l'on pourrait qualifier pour un référendum d'assez étriqué, le oui a fini par l'emporter, mais cela donne évidemment à la géopolitique de la Turquie dans son environnement régional, et l'environnement régional de la Turquie, c'est aussi l'Union européenne,
un certain poids. Alors, je vais évidemment revenir sur l'histoire de cet Empire ottoman en vous montrant cette diapositive que j'ai souvent présentée quand j'ai parlé de l'histoire du Proche et du Moyen-Orient dans cette même salle. Nous avons un Empire ottoman qui ne cesse de s'étendre et qui arrive aux portes de Vienne en 1683. La géopolitique de la Turquie, elle est évidemment l'héritage de cette histoire mouvementée. L'Empire ottoman n'a cessé de s'étendre, il s'est étendu également jusqu'au Maroc. Le Maroc n'a jamais été une province ottomane. Par contre, l'Algérie, enfin la côte algérienne que l'on appelle le Delika, le Belika de Tunisie, c'est-à-dire mon pays natal, puisque c'était un prince de catégorie inférieure qui présidait au nom du sultan de Constantinople aux destinées de la Tunisie, et les territoires de l'Égypte, avec une situation très particulière pour l'Égypte, avec l'Égypte des Mamelouks. Alors à partir du début du XVIIIe siècle, avec l'émergence du mouvement des nationalités dans les Balkans, avec les débuts de la colonisation, les volontés d'indépendance de certaines provinces de l'Empire, comme l'Égypte, l'Empire à cheval sur les trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, n'a cessé de se réduire. Il a perdu peu à peu de sa souveraineté d'un point de vue économique et politique, avec, et évidemment pour les Turcs aujourd'hui c'est un souvenir cuisant, ce qu'on appelait, et le terme n'est pas neutre, les capitulations, c'est-à-dire les abandons de souveraineté, notamment dans le domaine économique, que les sultans d'Istanbul, ce qu'on appelait la sublime porte, étaient obligés de consentir, notamment pour des raisons d'endettement, c'est-à-dire de difficultés finalement financières que subissait l'Empire ottoman, difficultés financières qui avaient été provoquées par les Occidentaux eux-mêmes, qui avaient consenti des prêts à des taux parfaitement usuraires. Croyez-moi, si on pouvait aujourd'hui bénéficier des taux d'intérêt de ce qu'on appelait le service de la dette ottomane, avec des taux d'intérêt qui tournent aux alentours de 12%, ça rapporterait beaucoup plus, croyez-moi, que le livret A. Mais, je vous précise, non, on ne fera pas de souscription dessus, ça n'existe plus, malheureusement. Alors, en cette fin, à partir du début du XIXe siècle, l'Empire ottoman recule, et vous voyez toutes les étapes de ce recul, les plus foncées sont les plus anciennes, et puis, finalement, on se retrouve à la veille de la guerre de 14-18, avec un Empire ottoman qui est quand même à cheval sur l'Europe et l'Asie, et ce qui est quand même important, c'est qu'il conserve, et ce n'est pas anodin dans le cas de la sublime porte, avec le sultan de Constantinople, qui est également calife, c'est-à-dire pour l'islam, commandeur des croyants, et donc par voie de conséquence, gardien des lieux saints, c'est-à-dire la Mecque, Médine, et aussi, à ce moment-là, Jérusalem. On notera au passage que ces lieux saints, je parle de ceux de la péninsule arabique, avaient déjà été disputés au sultan de Constantinople au XVIIIe siècle par une tribu bédouine qui fera ensuite beaucoup parler d'elle. C'était la tribu des Saouds qui venait de se donner comme idéologie de conquête l'islam wahhabite et qui avait, à un moment donné, pris le contrôle de la Mecque et de Médine avant que un allié du sultan ottoman, c'était le pacha égyptien Mehmet Ali, n'envoie son armée pour restaurer l'autorité de la sublime porte et donc du sultan de Constantinople sur les deux lieux saints de l'islam, c'est-à-dire la Mecque et Yathrib, plus exactement Médine. Alors, nous situerons cette étape dans l'avant-guerre de la guerre de 14-18 avec un empire ottoman qui a donc subi des pertes territoriales sur l'ensemble des Balkans, mais qui arrive finalement à tenir et qui va entreprendre à partir de 1876, et c'est évidemment une des questions qui reste cette année au programme des concours d'histoire CAPES et agrégation, le Proche-Orient de 1876 à 1980. Pourquoi la date de 1876? Parce qu'elle correspond à un début de modernisation de l'Empire ottoman avec le sultan Abdülhamid II,
qui arrive au pouvoir dans des conditions un petit peu compliquées sur lesquelles je ne vais pas revenir. L'Empire ottoman se retrouve engagé dans la guerre à la suite de la révolution jeune turque qui met un terme à cette modernisation autoritaire. Il faut simplement noter que le sultan Abdülhamid II a laissé son nom, il a été considéré et appelé par les chancelleries occidentales à l'époque, en 1895 et 1896, Abdülhamid le Seigneur, mais le Seigneur celui qui saigne, à cause de ce que l'on a appelé les massacres hamidiens, c'est-à-dire une répression particulièrement brutale qui avait été exercée à l'encontre des populations arméniennes qui, parce qu'il faut être tout à fait complet dans cette histoire, avaient manifesté, y compris dans certains cas les armes à la main, des velléités d'indépendance, et il y avait eu des affrontements, mais dans lesquels, effectivement, les représentants locaux du pouvoir turc, sur la partie orientale de l'Empire ottoman, avaient utilisé des moyens particulièrement brutaux et mené une répression aveugle. Ça ne sera pas de la même ampleur que celle dont on parlera très rapidement en 1915, parce que, je le dis déjà, ça ne sera pas le sujet de ce soir. Même si, effectivement, les professeurs d'histoire en France sont, à propos de l'évocation de ce que l'on appelle dans les livres d'histoire en France le génocide arménien, sont parfois l'objet de pression dont nous pourrions nous dispenser. Vous savez, nous autres professeurs d'histoire, on n'aime pas trop qu'on nous dise comment enseigner l'histoire, que ce soit à Béziers comme ailleurs, et surtout, on a plutôt tendance à vouloir que l'histoire soit faite par les historiens plutôt que les politiques ou par les gouvernements. On sait où mènent parfois les histoires officielles. Mais je dirais que ce n'est pas le plus important. Je dirais simplement que si je n'évoquerai pas ce soir cette question-là, c'est parce qu'en tant qu'association nationale d'historiens, agréée par le ministère de l'Éducation nationale, nous avons été auditionnés dans le cadre de la mission sur l'étude des génocides, crimes de guerre et crimes de masse, et que nos conclusions sont dans le rapport qui va être remis au ministre de l'Éducation nationale à la fin du mois d'octobre. Donc vous comprendrez bien la raison pour laquelle je garderai une certaine réserve pour donner une position qui serait une position d'une association qui engagerait la communauté des professeurs d'histoire sur un tel sujet. De toute façon, je dirais que ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous, ici ce soir, c'est de remettre la géopolitique de la Turquie, à la fois dans ses relations avec ses voisins, et les voisins de la Turquie, c'est pas simplement l'Iran, c'est pas simplement l'Irak, c'est pas simplement la Syrie, c'est nous aussi. Et les partenaires de la Turquie, c'est nous aussi, quelque part, nous, Européens, et par voie de conséquence, nous, Français. Alors, cet empire ottoman, à la veille de la guerre de 14-18, il est toujours là. Nous avons bien, effectivement, cette domination qui s'exerce sur un territoire qui a été réduit, mais une domination qui s'exerce sur des provinces qui sont les provinces d'Irak et de Syrie, la province de Palestine, jusqu'à, effectivement, au sud de la péninsule arabique, avec, je l'ai dit, les trois lieux saints de l'islam, la Mecque, Médine et Yerushalayim al-Quds, Jérusalem, la Sainte. Donc, si je me situe ici, c'est-à-dire je fais passer la guerre, je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles l'Empire ottoman s'est retrouvé dans la guerre du côté, ben malheureusement pour l'Empire ottoman, du côté des perdants. L'Empire ottoman, vous le voyez en bleu derrière moi, initial, et vous avez son démantèlement, qui avait été organisé, programmé par ces fameux accords Sykes-Picot de 1916. Je dirais que là aussi, je vais éviter de m'embarquer dans une histoire que j'ai déjà racontée sur le partage du Proche-Orient, avec les intérêts britanniques et les intérêts français. Voilà en vert, en tout cas, la zone d'influence britannique, et vous voyez qu'elle inclut la Palestine, dont j'ai parlé la dernière fois, avec effectivement la conséquence de la fameuse déclaration Balfour,
que je vous ai distribué. D'ailleurs, je me demande si certains d'entre vous n'avaient pas un devoir à me rendre, puisque quand j'avais distribué le texte de la déclaration Balfour, j'ai souvenir d'avoir dit que j'attendais qu'on me restitue le commentaire de texte. Bon. Ben oui, non, oui, prof toujours, hein, quand même. Plaisanterie mise à part, la zone d'influence britannique en vert, la zone d'influence française, et vous voyez que ce qui était prévu en zone d'influence allait très au-delà du Liban et de la Syrie. Vous voyez qu'il y avait une tendance à grignoter un petit peu, mais en réalité, cette zone-là, et ça sera effectivement un des problèmes qui va apparaître ici, cette zone-là était prévue pour être, lors de la signature du traité de Sèvres, qui était la zone qui était prévue pour la constitution d'un projet qui serait la constitution du Kurdistan. On avait prévu également, lors du traité de Sèvres, de faire justice aux Arméniens ayant subi les événements, alors je vais utiliser le terme qu'on utilise aujourd'hui dans les manuels d'histoire turque, quand on parle de ce que l'on appelle en France le génocide de 1915, on évoque dans les livres d'histoire turque, on parle des événements de 1915. Après, chacun se fera son opinion sur la question. L'Empire ottoman est démantelé par la défaite. Chaque puissance européenne veut sa part du gâteau, et vous remarquerez d'ailleurs avec les hachures vertes qu'on avait promis pour prix de l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés, l'Italie qui se trouvait dans la Triple Alliance avant que la guerre n'éclate, pour que l'Italie bascule du côté de la Triple Entente, c'est-à-dire de la France, de la Russie et du Royaume-Uni, on lui avait promis une sacrée zone d'influence sur l'Empire ottoman. Vous voyez qu'il y avait toute la zone d'ailleurs qui, au passage, est la zone touristique de Turquie, finalement la plus sympathique, finalement. Mais, évidemment, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le président Wilson s'est fermement opposé aux ambitions du Premier ministre italien, enfin, du président du Conseil italien, Orlando, pour ceux qui voudraient rentrer dans le détail. Alors, le traité de Sèvres prévoit que l'Asie mineure soit divisée en zones d'influence. Deux États ont été prévus, un État kurde et un État arménien, qui sont des projets mort-nés. Et en réalité, c'est les armes à la main, et je vous disais tout à l'heure, par le fer et par le sang, que l'armée turque, qui a quand même infligé un sacré revers aux armées alliées en 1915 lors du débarquement des Dardanelles, qui a été une véritable boucherie et un échec militaire franco-britannique, cette armée turque est capable de se ressaisir alors qu'elle a été vaincue et de défendre ce que Mustafa Kemal Atatürk, l'un de ses officiers, appelle le sanctuaire anatolien, en agissant effectivement et en contraignant finalement les Occidentaux à négocier, c'est-à-dire à abandonner le projet de démantèlement de l'Empire ottoman, abandonner le projet de constitution d'un État arménien, oublier complètement, promesse non tenue, dont peut-être la Turquie aujourd'hui paye peut-être malheureusement les conséquences, l'État kurde. Évidemment, il n'est pas question non plus de zone d'influence italienne, et les Grecs doivent rapatrier une partie de leur population. Cela se fait d'ailleurs dans des conditions assez difficiles. Les Grecs avaient prévu, eux aussi, puisqu'ils étaient du bon côté, entre guillemets, pendant la Première Guerre mondiale, on avait prévu que les Grecs récupéreraient, ma foi, des points particulièrement importants, notamment Izmir, du territoire turc. Alors, à partir de là commence l'histoire politique intérieure de la Turquie. En disant que de Abdülhamid, ce sultan modernisateur qui avait voulu mener à bien une réforme autoritaire, à partir de ce qu'on appelait les Tanzimat, c'est-à-dire le mouvement de réforme, jusqu'au successeur de Mustafa Kemal Atatürk, Hizmet İnönü, qui va finalement faire rentrer en 1950, lorsqu'il va abandonner le pouvoir, la Turquie dans une sorte de démocratie sur laquelle il faudra quand même s'interroger à propos de son fonctionnement, mais en tout cas avec des institutions
un parlement, une présidence de la République, un gouvernement avec un Premier ministre responsable devant un parlement. Donc sur le papier, je dirais qu'il y a clairement les éléments d'un fonctionnement démocratique parlementaire, mais ce fonctionnement est périodiquement interrompu par 3 coups d'État successifs, avec un rythme de 10 ans, on y reviendra, dans lequel l'armée turque, qui est un des facteurs importants de la vie politique turque jusqu'en 2002, je dirais qu'aujourd'hui elle n'a plus le même rôle, et puis ensuite le passage de la normalisation à l'arrivée de Recep Erdogan au pouvoir avec son parti, le parti de la justice et du développement, que l'on qualifie, il faudra d'ailleurs expliciter ce terme, mais sans forcément s'étendre dessus, que l'on qualifiait pendant un temps de parti islamiste modéré. La question est de savoir, quand on parle de modération à propos de l'islamisme, à quel niveau on situe le curseur. Je vous avoue que là aussi, on peut se perdre en conjecture. Donc, je vais aller relativement vite pour vous présenter, parce qu'une fois de plus, la question, c'est les relations de la Turquie avec ses voisins. Celui qui a conduit cette modernisation de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk jusqu'à sa mort en 1938, et puis ses 3 successeurs, celui qui va faire en sorte que la Turquie reste neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas anodin, même si elle a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, le carrefour des espions, que ce soit les espions allemands ou les espions britanniques, c'était un peu le carrefour. Et puis son successeur, 1950-1960, et puis ensuite son Premier ministre, pardon, je vais trop vite, son Premier ministre pendu lors du premier coup d'État militaire, le premier de la série, celui de 1960. Pendant 2 périodes, on assiste à nouveau à finalement le retour des militaires. Ils prennent le pouvoir, ils installent au pouvoir des civils, mais qui correspondent à la conception qu'ils ont du système politique turc, c'est-à-dire un système politique autoritaire directement inspiré de la pensée de Mustafa Kemal Atatürk. Vous aurez 3 coups d'État successifs, 1960, 1971 et le dernier, 1980. Et je dirais que de la normalisation politique avec une succession, une alternance de gouvernements, j'allais dire conservateurs d'un côté et sociaux-démocrates laïques de l'autre, mais conservateurs laïques, mais de toute façon dans le cadre kémaliste, le séisme électoral, c'est celui de 2002, qui voit arriver au pouvoir le maire d'Istanbul, Recep Erdogan, et son parti, le parti de la justice et du développement. Je ne reviendrai pas là non plus sur l'histoire personnelle de Recep Erdogan. Là aussi, ce qui nous intéresse ce soir, c'est bien les relations de la Turquie avec ses voisins et la géopolitique interne de la Turquie. Alors, premier niveau, celui de l'environnement géopolitique de la Turquie dans un contexte qui a été celui d'une zone de conflit, puisque la Turquie, qu'on le veuille ou non, elle est proche de tous les conflits que le Proche et le Moyen-Orient ont pu connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis la création de l'État d'Israël et la première guerre israélo-arabe. Au passage, d'ailleurs, la Turquie, qui, est-il besoin de le rappeler, n'est pas un pays arabe, va être en 1949 le premier pays musulman à reconnaître diplomatiquement l'État d'Israël. Mais il s'agit de la Turquie laïque, héritage de Mustafa Kemal Atatürk. Et puis, je dirais que les liens de la Turquie, y compris remontant à l'époque ottomane avec la communauté juive, sont des liens anciens. Il faut se souvenir que lorsque Théodore Herzl, le père du sionisme, un des pères fondateurs du sionisme, avait évoqué la possibilité de revenir sur la terre de Sion, c'est-à-dire le retour vers le territoire de Judée-Samarie, qui est province ottomane de Palestine, il y avait eu une négociation à la fin du XIXe siècle entre le sultan et Théodore Herzl
en envisageant d'ailleurs la possibilité de déjà commencer à installer des communautés juives dans la province ottomane de Palestine. C'était avant la Première Guerre mondiale et avant la déclaration Balfour. Donc, il ne faut pas imaginer les relations de la Turquie, même aujourd'hui d'ailleurs, comme les relations d'un pays arabe avec l'État d'Israël. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que, effectivement, une fois de plus, la Turquie, ce n'est pas le monde arabe. Pour que les choses soient claires. Donc, premier niveau d'analyse, celui que je vais développer maintenant, nous sommes bien d'accord, c'est celui de l'environnement géopolitique de la Turquie, dans un contexte qui est celui d'une zone de conflit ininterrompue depuis 1948. Deuxième niveau d'analyse, ça sera la géopolitique interne de la Turquie, avec un certain nombre de questions. Quel devenir pour les Kurdes de Turquie, des Kurdes dont on a longtemps nié l'existence en tant que minorité. Je me souviens encore du guide bleu Hachette, dans lequel on parlait des Turcs de la montagne. On n'utilisait pas le terme de Kurdes. La question de la population alévi, la plus importante minorité religieuse de Turquie, qui représente, selon les fourchettes et selon les estimations, entre 12 et 20 millions de personnes sur un pays de presque 80 millions d'habitants, c'est quand même pas anodin. Et puis, évidemment, les différentes questions qui peuvent se poser. Alors, évoquer d'abord dans un premier temps la Turquie dans son environnement régional, déjà en montrant que le monde turc, il va très au-delà de la Turquie. Le monde turc, il se définit par la langue, avec des groupes linguistiques qui ont une racine commune et que vous retrouvez, y compris chez les Yakoutes, peuple de Sibérie orientale, que vous retrouvez chez les Tatars, aussi bien ceux de Crimée dans le Caucase, pour ceux qui restent, ceux que Staline n'a pas déportés à la bonne époque, si j'ose dire, mais aussi les Tatars de Crimée déportés au Kazakhstan, que vous trouvez ici, là où je balade mon pointeur, et vous trouvez également des turcophones en Chine, ceux qui sont aujourd'hui persécutés parfois pour radicalisation islamiste par les autorités de Pékin, sont linguistiquement appartenant au groupe turc, c'est-à-dire des langues ouralo-altaïques, c'est-à-dire des peuples venus des steppes de l'Asie centrale, qu'on appelait à l'époque soviétique l'Asie moyenne. Alors, explicité, je dirais qu'aujourd'hui, la géopolitique extérieure de la Turquie, sans parler de sa géopolitique interne, je dirais qu'elle marcherait sur deux jambes. Le retour en force de la Turquie, qui s'affirme aujourd'hui comme une puissance régionale, il peut faire référence à une espèce de basculement entre ce que j'appellerais le panturquisme ou le pantouranisme, c'est-à-dire finalement cette idée que le monde turc, il va au-delà des frontières de la Turquie et que la sphère d'influence de la Turquie, elle est tout naturellement ce qu'on appelle le monde turc. Et évidemment, cette vision, elle apparaît en pleine lumière lorsqu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et l'indépendance des républiques d'Asie centrale ex-soviétiques, on se retrouve avec l'Azerbaïdjan, que l'on peut rattacher au groupe turc, le Kazakhstan, que l'on peut rattacher au groupe turc, le Turkménistan, comme son nom l'indique, que l'on ne peut que rattacher au groupe turc, et même l'Ouzbékistan. Le seul pays, la seule ancienne république d'Asie centrale qui n'en fait pas partie, serait le Tadjikistan. Donc, il y a clair. Et d'ailleurs, très, très vite, après l'effondrement de l'Union soviétique, le gouvernement turc de l'époque, par l'intermédiaire de chaînes de télévision satellitaires, a commencé à diffuser vers ces régions. Alors, il n'est pas question d'un retour à la mère patrie, ni à une sorte de pan-germanisme agressif, hein, pas du tout. Mais ça montre bien cette conception que j'appellerais le pantouranisme, qui est d'ailleurs, du point de vue turc, parfaitement légitime. L'influence turque a été une influence qui, dans l'histoire des migrations des peuples turcs
parce qu'ils sont divers et variés, sur à peu près 10 siècles, quand même, peut se comprendre dans une certaine mesure. La deuxième démarche serait ce que j'appellerais, et aujourd'hui la politique extérieure de la Turquie, j'ai envie de la qualifier, je ne suis pas le seul, plusieurs spécialistes et chercheurs vont plutôt dans ce sens, ce que j'appellerais le néo-ottomanisme. Alors évidemment, il n'est pas question, même si parfois certains vont jusque-là, de présenter Recep Erdogan comme le nouveau sultan et autres, c'est pas du tout le problème. Il faut là aussi, il faut faire très attention aux comparaisons historicatives. Mais ce qu'on appellerait le néo-ottomanisme, c'est cette idée selon laquelle, dans un Proche-Orient compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un Proche-Orient instable, dans un Proche-Orient où il se passe des tas de choses, y compris encore hier avec la chute de Raqqa, la Turquie, légitimement, considère qu'elle est un pôle de stabilité, un pôle d'attraction, un pôle de référence, et même, quelque part, une locomotive économique. Parce qu'il y a aussi, derrière la géopolitique de la Turquie, il y a aussi des ambitions d'ordre économique. La Turquie, ce n'est pas n'importe quel pays, c'était un pays qui était aussi moderne que tous les autres pays d'Europe au XVIIIe siècle. Il faut bien en avoir conscience. Donc, une fois de plus, la Turquie n'a pas subi, dans une certaine mesure, ce recul intellectuel et scientifique que les pays arabes, du fait d'une certaine conception de l'islam, ont eu à connaître à partir de la fin de ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire aux alentours du XIVe siècle. Donc, les deux termes, je les explicite et je vous les rappelle. Le pantouranisme ou le panturquisme, c'est cette idée de rassembler autour de la Turquie un espace d'influence qui unit les populations linguistiquement et ethniquement turques. Et très concrètement, parce que, au-delà de ces recherches, spéculations d'historiens, soyons clairs, sur le terrain de la guerre en Syrie et en Irak, cette histoire de soutien aux Turcs de l'étranger, ça s'est traduit concrètement lors de l'intervention en Irak pour la bataille de Mossoul, par une action très concrète de soutien de l'armée turque au mouvement turkmène, c'est-à-dire à la minorité turkmène, qui vit depuis plusieurs siècles en Syrie, dans la partie nord. Ce mouvement turkmène était un acteur des combats contre l'État islamique, en Irak comme en Syrie, mais dans le même temps, il combattait les forces fidèles à Bachar el-Assad, et ce mouvement, qui évidemment avait le soutien logistique, technique de l'armée turque, qui n'est pas non plus une petite armée, hein, qui est une armée qui pèse dans les rapports de force au Proche et au Moyen-Orient, ce mouvement turkmène a pu aussi porter des coups, tant qu'à faire, contre les positions kurdes qui elles-mêmes combattaient l'État islamique. C'est bon, je ne vous ai pas perdu? C'est clair, hein? Alors, la volonté donc de la Turquie d'exercer son influence sur l'ensemble du monde turc, soyons clairs, elle remonte à l'effondrement de l'Union soviétique et donc à l'indépendance des républiques de l'Asie centrale ex-soviétique. La politique de l'ancien maire d'Istanbul, Premier ministre donc entre 2002 et 2014, président de la République depuis, elle s'inscrirait plutôt dans une autre démarche, plus politique peut-être, qui n'est pas forcément contradictoire avec ce que je viens de dire, ce que j'ai appelé l'ottomanisme. Le parti islamiste au pouvoir peut se considérer comme une référence historique de l'islam, comme un héritier finalement du sultan de Constantinople, sultan calife, jusqu'à l'abolition d'ailleurs du califat par Mustafa Kemal Atatürk en 1924. Et ce parti islamiste du président Erdogan, il entend aussi s'affirmer comme une référence de l'islam, mais de l'islam sunnite. De l'islam sunnite, ce qui, forcément, le met dans une certaine mesure en tension avec un de ses voisins, son voisin chiite, c'est-à-dire l'Iran. Ce qui d'ailleurs favorise un rapprochement avec un pays dans lequel la Turquie et les entreprises turques investissent,
avec l'ensemble des pays du Golfe en général, et l'Arabie Saoudite, gardienne des lieux saints, en particulier. Donc, cette idée d'ottomanisme, on la retrouve bien. Alors, elle a été défendue par quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été l'inspirateur, le conseiller jusqu'à ce qu'il soit écarté de Recep Erdogan, au moins jusqu'en 2012, voire jusqu'en 2013. Il a été Premier ministre pendant un temps, avant que Erdogan ne le soit. Sa référence, c'est quand même l'islam en termes politiques, mais Ahmed Davutoglu, qui a été ministre des Affaires étrangères à partir de 2009, a orienté la diplomatie turque dans un sens beaucoup plus offensif, et parfois d'ailleurs assez surprenant. Entre 2009 et 2011, malgré un contentieux important à propos de l'Euphrate et du Tigre, c'est-à-dire la question de l'eau et des barrages que la Turquie a développés dans la grande série de barrages qui se trouvent aux sources du Nil du Tigre et de l'Euphrate, qui limite évidemment le débit des deux fleuves vers l'Irak et la Syrie, il y a eu un rapprochement politique avec la Syrie juste avant les révolutions arabes. Et au début de l'année 2011, il y avait même des manœuvres militaires communes entre l'armée turque et l'armée de Bachar al-Assad. Les révolutions arabes n'avaient pas encore commencé. Il faudra attendre mars-avril 2011 pour que ça commence à se manifester en Syrie. La conception de Ahmed Davutoglu était de privilégier les liens avec les pays de l'islam sunnite, ce qui évidemment était un peu compliqué avec le pouvoir de Bachar al-Assad, qui lui n'est pas sunnite, mais qui ne représente en termes de minorité que 12% de la population syrienne. Et donc, entre 2009 et 2011, Ahmed Davutoglu a voulu développer une politique, finalement, assez ouverte, assez offensive, amenant d'ailleurs les entreprises turques à investir dans tous les pays de la région, et notamment dans tous les pays du Golfe, avec notamment les entreprises turques du bâtiment et des travaux publics, qui ont d'ailleurs chassé, dans une certaine mesure, un certain nombre d'entreprises françaises de ce marché, comme Bouygues, qui construisait à l'époque l'université de Riyad, et des petites choses comme ça en Arabie Saoudite, quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas rien non plus. La politique de Ahmed Davutoglu, c'était zéro problème avec les voisins. Et c'était clairement une politique de négociation tous azimuts pour essayer de résoudre finalement tous les points de litige et de tension qui pouvaient exister, que ce soit à propos de la question de l'eau et autres. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt zéro voisin sans problème. C'est-à-dire très exactement le contraire. La Turquie entretient, qu'on le veuille ou non, des relations pour le moins compliquées avec tous ses voisins. Que ce soit par une intervention militaire directe en Syrie, que ce soit par des tensions avec la Russie, qui ont quand même conduit à ce que pour la première fois, alors que ça ne s'était jamais passé pendant la guerre froide, un avion de chasse, un avion de bombardement soviétique, russe, soit abattu par deux F-16 de l'aviation turque. Alors après, il y a eu un rabibochage, j'en parlerai tout à l'heure. Problème avec l'Iran, là aussi des tensions fortes, notamment à propos de l'Irak. Donc, zéro voisin sans problème, je crois que ce n'est pas forcément ni un effet de style, ni une exagération de ma part, mais clairement la réalité. Alors, je dirais qu'il y a des restes, parce que c'est une histoire compliquée, la diplomatie turque. Vous l'avez sans doute oublié. Beaucoup ici n'étaient pas nés. Mais souvenez-vous de 1974. Imaginez deux pays de l'OTAN, la Grèce et la Turquie, proches d'en venir aux mains, c'est-à-dire proches de l'affrontement militaire, à propos de la situation géopolitique interne de l'île de Chypre, dans laquelle un gouvernement nationaliste chypriote grec avait voulu réduire les droits de la minorité turque, et l'armée turque était intervenue. On avait appelé ça l'opération Attila. C'est pas forcément une référence au fléau de Dieu. On avait appelé ça l'opération Attila pour protéger
la minorité turque de cette île. Alors, il y a eu des négociations continuaient encore en septembre dernier. Elles se passent à Genève. Bon, le bord du lac Léman est un cadre apaisant, mais pour l'instant, ça date depuis 1974, hein. Pour l'instant, malgré des braves dames qui, effectivement, se mobilisent pour que l'on reconstruise finalement une unité de Chypre et que l'on permette à cette île de Méditerranée d'exprimer tout son potentiel, je dirais qu'aujourd'hui, la partie nord de Chypre reste sous influence turque et la partie sud reste sous influence des Chypriotes grecs. Pour l'instant, mais peut-être que cela pourra évoluer, il n'y a pas de solution à court terme. Alors, à partir de 2009, la politique étrangère de la Turquie a connu une inflexion, allant jusqu'à remettre en cause le partenariat stratégique avec Israël. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Turquie avait été le premier pays à reconnaître diplomatiquement l'État d'Israël, et jusqu'à cette date, il faut savoir quand même que la Turquie avait des relations très proches de l'État d'Israël. En 1996, ça allait jusqu'à des accords militaires, des transferts de technologies militaires israéliennes, et dans ce domaine, ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille énormément, sur les questions de transfert de technologies dans le domaine militaire. L'État d'Israël n'est pas quelque chose de négligeable, donc ça allait jusqu'à des transferts de technologies, et il faut savoir que l'espace aérien turc a servi à l'aviation israélienne, à l'aviation de Tsahal, pour mener des manœuvres d'entraînement, parce que, évidemment, sur le territoire de l'État d'Israël, avec des avions à réaction, on a vite fait de déborder sur le pays voisin. Comme le pays voisin, c'est la Syrie, comme le pays voisin, c'est la Jordanie, comme le pays voisin, c'est l'Égypte, bon, on va éviter les dérapages de pilotes, donc les pilotes d'Israël allaient faire leurs manœuvres au-dessus de l'Anatolie. Il y a de la place, c'est dégagé, il y a de jolies montagnes, l'air est pur en plus, c'est vrai, donc tout va bien. Les échanges dans le domaine économique étaient extrêmement importants. Et extrêmement importants. Alors évidemment, tout s'est cassé la figure quand il y a eu l'opération Plomb Durci, c'est-à-dire l'opération offensive de l'armée israélienne contre la bande de Gaza. Et les relations ont été particulièrement tendues parce que le gouvernement turc a pris fait et cause pour les mouvements palestiniens, et en l'occurrence le mouvement palestinien dominant dans la bande de Gaza, c'était le Hamas, c'est toujours d'ailleurs le Hamas, et il y a eu cette fameuse affaire de la flottille de 2010 qui a, jusqu'à une date très récente, littéralement pourri les relations entre l'État d'Israël et l'État turc. Alors il faut savoir qu'en gros l'histoire de la flottille, je la rappelle rapidement, c'est une flotte qui est partie du port, je pense, d'Izmir, qui est partie vers Gaza. Il y avait 7 ou 8 bateaux de différentes nationalités, dont un de nationalité américaine. Après, c'était des pavillons de complaisance, hein. Ne tirez pas de conclusions politiques. C'était des armateurs indépendants qui avaient fourni des bateaux. Et ces navires qui devaient amener officiellement du ravitaillement, du plomb, du ciment, de la ferraille, pour reconstruire Gaza, qui avait quand même été rasé lors de l'opération Plomb Durci. C'est pour ça que j'ai fait le lapsus. Cette flotte a été attaquée par les commandos de marine israéliens. Un certain nombre de civils ont été tués, dont 4 ou 7 personnes, je crois que c'est 7, 9, pardon, 9, d'accord, autant, 9 de nationalité turque, évidemment. Ça a posé quelques petits problèmes. Les relations avec Israël, j'en parle rapidement, elles obéissent à une espèce de basculement. C'est-à-dire que là, je vous parle de la période de tension extrême, de tension d'ailleurs que le gouvernement turc de l'époque, Erdogan étant alors Premier ministre, sont allés assez loin. Le gouvernement d'Ankara, parce qu'il était en indélicatesse avec Israël, s'est rapproché de l'Iran.
Bizarre quand même. Et pourtant, nous étions en pleine crise du nucléaire iranien, c'était en 2010, et 3 pays, l'Iran, la Turquie et le Brésil, concluent en avril 2010 un accord sur des échanges d'uranium. Alors, il ne faut pas en tirer de conclusion avec un programme nucléaire turc, il faut arrêter. C'est simplement un signal politique, en disant, attention, que les États-Unis fassent attention à leur soutien systématique en faveur de l'État d'Israël. C'est-à-dire que, là aussi, il y a véritablement une politique étrangère turque, qui est une grande politique étrangère du point de vue turc, on est bien d'accord. On n'est pas obligé, alors je dirais qu'après tout, nous, moi je ne suis pas là pour la juger, je suis là simplement pour l'analyser et, pour vous, ce soir, la commenter. Je ne vais pas aller au-delà et surtout pas émettre de jugement de valeur. Franchement, un historien n'est pas là pour ça, je le précise. Hein. Et pour ceux qui voudraient rentrer dans une logique de confrontation ou de polémique, très franchement, on évitera ce genre de choses ici, on l'a toujours fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, les relations avec Israël connaissent une phase d'amélioration. Tandis que la politique d'affirmation, alors quand je dis aujourd'hui, c'est 2016-2017. Alors que je vous parlais tout à l'heure de tensions avec Israël en 2010, contre Israël en 2010 et d'un rapprochement avec l'Iran. Aujourd'hui, amélioration des relations avec Israël, tension avec l'Iran. Vous voyez? Il y a cette espèce de bascule. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on peut parler d'une sorte de néo-ottomanisme. Alors on pourrait continuer sur les ambiguïtés de la Turquie, parce que, vu de notre point de vue, participant à une coalition en guerre contre l'État islamique à partir de 2014, si on évoque la liste des ambiguïtés de la Turquie dans ce domaine, ça va occuper une bonne partie de la soirée, et vous risquez d'ailleurs de rater, parce que c'est aussi un ami des clignonotes, l'excellent documentaire ce soir sur France 3, à 20h55, de Bernard Georges, réalisateur de documentaires historiques sur 1917, la Révolution. Et je vous le conseille, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc dès que vous sortez, hop, vous vous précipitez devant votre télé. Écoutez, vous aurez fait une soirée solidement consacrée à l'histoire. Bon, il y a des soirées pires, hein, non? De toute façon, si vous êtes là, je pense quand même que vous êtes suffisamment accro. Bon, allez. Alors, on se souvient quand même de ce qu'on pouvait dire à l'époque des ambiguïtés de la Turquie, lorsque El-Baghdadi proclamait le califat. C'était quand même dans les locaux du consulat de Turquie à Mossoul, qui venait de tomber aux mains de l'État islamique, que le calife El-Baghdadi s'était installé. Alors qu'il avait pris en otage, on est bien d'accord, des diplomates turcs. Et la prudence d'ailleurs de la Turquie à l'égard de l'État islamique, l'expliquait par la volonté de récupérer les 42 ou 43 diplomates qui étaient censés être détenus en otage par les séides de l'État islamique. Rassurez-vous pour eux, ils ont été relativement rapidement libérés, comme quoi une certaine ambiguïté, ça peut quand même faciliter les choses. Voilà. Après tout, en matière d'ambiguïté, quand il y a des prises d'otages, je crois que personne ne peut donner de leçons à personne. Il faut être honnête, là aussi. Et d'ailleurs, Erdogan me disait lui-même, en 2014, personne ne peut s'attendre à ce que je provoque l'État islamique. L'idée, c'était clairement zéro problème avec l'État islamique. Et la relative ouverture, porosité de la frontière turque qui laissait passer, dans les deux sens d'ailleurs, aussi bien les djihadistes qui partaient combattre en Irak et en Syrie, que les trafiquants d'antiquités et les convois de pétrole brut raffiné dans les zones de Mossoul par l'État islamique qui vendait du carburant de contrebande plus ou moins raffiné, qui ensuite arrivait sur le marché turc et ensuite passait sur le marché occidental. Hein. On a tous probablement roulé avec du carburant à partir du pétrole brut de l'État islamique, sans doute en Europe. Peut-être, je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé jusqu'en France, mais enfin, peu importe. On le sait, le véritable problème de Recep Erdogan dans cette affaire, c'était bien le problème des Kurdes. Et ça l'a été à chaque fois. Alors on se souvient de cette situation totalement ubuesque que vous avez sur la carte que je vous montre derrière moi, avec cette fameuse bataille de Kobané à la frontière turco-syrienne
entre septembre 2014 et juin 2015, lorsque l'armée turque est massée à la frontière, et c'est pas rien, ça représentait à peu près 5 divisions de 15 000 hommes. Bon, ça commence à devenir sérieux, surtout que c'était en partie des divisions blindées. Sans tirer un seul obus pour soutenir les Kurdes, qui assumaient, avec tout de même un sacré soutien occidental, notamment français, effectivement, le choc offensif des combattants de Daesh. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soutien d'Ankara à l'opposition syrienne n'était pas écrit dans le marbre au départ. Le choix de soutenir les opposants au régime de Bachar al-Assad, c'est pas forcément un choix de passion, c'est un choix de raison. Et c'est un choix de raison lié à cette politique que j'ai qualifiée tout à l'heure de néo-ottomane, c'est-à-dire de constituer autour de la Turquie une zone d'influence que la Turquie dominerait naturellement de par son poids démographique, c'est 80 millions d'habitants, au sein de l'islam sunnite. Petit problème, il y a un autre pays qui pèse 80 millions d'habitants au sein de l'islam sunnite, c'est l'Égypte, et qui lui aussi, avec l'université Al-Azhar, exerce une influence, notamment dans le domaine de la théologie, en direction du monde musulman sunnite. Bon, donc là aussi, ça fait aussi partie des choses qui doivent être prises en compte. Alors, il est possible de considérer que la Turquie a eu, à tout le moins, une opposition très ambiguë entre 2011 et 2015. Je vous l'ai dit, par la porosité de sa frontière. Et il faut attendre juillet 2015 pour qu'à nouveau il y ait une bascule. Et là, cette fois-ci, à la suite d'attentats attribués à l'État islamique qui ont été commis en Turquie, que la base aérienne turque d'Insilrik soit ouverte à l'aviation occidentale, vous l'avez ici, et aux avions américains pour aller mener des raids offensifs sur les positions détenues ici par l'État islamique. En réalité, alors ça a été la grande affaire, Erdogan venait d'être élu président de la République, ça a été la grande affaire du nouveau président, de mener la lutte contre le terrorisme, contre tous les terrorismes, et évidemment, aussi bien contre l'État islamique, évidemment, mais aussi, je ne vais pas aller jusqu'à dire en priorité, contre les groupes kurdes, que l'on qualifie clairement de terroristes kurdes. Alors une fois de plus, j'y reviendrai, mais pour l'instant je parle des Kurdes de l'extérieur, et évidemment contre le petit groupe armé d'extrême gauche qui, à cette époque-là, mène des actions de guérilla urbaine. Alors la stratégie d'Erdogan, à partir de 2011 jusqu'en 2015, c'est qu'il misait sur un effondrement très rapide du régime de Bachar al-Assad, et je dirais que ça visait peut-être à aménager l'avenir avec peut-être une entité étatique qui aurait pu sortir de l'État islamique. On n'en savait rien à l'époque. La pression des États-Unis s'est exercée sur la Turquie, de façon à ce que la Turquie change clairement d'orientation. Et en réalité, c'est plutôt la crainte d'une métastase du conflit syrien sur le sol turc qui a conduit à cette réorientation. Cela s'inscrivait aussi dans le contexte électoral du moment. Le Parti de la Justice et du Développement venait de perdre, pas les élections, mais la majorité absolue dont il disposait à l'époque au Parlement, et le gouvernement d'Ankara s'est mis à envisager une intervention directe, il le fera en août 2016, directement dans le nord de la Syrie. La Turquie a aussi un autre voisin, c'est l'Iran. L'Iran chiite. Elles ont des ambitions régionales opposées, très clairement, et pourtant, en ce moment, au moment où je vous parle, la Turquie, l'Iran, la Russie et l'opposition syrienne, pour ceux qui la représentent, ce qui est déjà assez compliqué. À l'heure où je vous parle, en ce moment, peut-être ce soir, au moment où nous sommes ensemble, dans la ville d'Astana, au Kazakhstan, se sont ouvertes des négociations sur finalement un règlement politique du conflit syrien. Je vous ai parlé de la Russie,
Je vous ai parlé de la Turquie, je vous ai parlé de l'Iran, je vous ai parlé de l'opposition syrienne. Vous n'avez pas le sentiment qu'il manque quelque chose, ou qu'il manque quelqu'un, ou qu'il manque quand même une grande puissance? Si les États-Unis ont un statut d'observateur, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui les États-Unis avec un statut d'observateur dans le règlement politique d'un conflit majeur? Eh bien, non seulement vous l'imaginez, mais c'est tout simplement la réalité de ce soir. Ce qui montre quand même que l'Occident a quand même une sacrée leçon d'humilité à prendre sur cette affaire du conflit syrien. Et peut-être qu'un certain nombre de questions doivent être remises en cause, du point de vue géopolitique, une fois de plus, sans que l'on porte, une fois de plus, le moindre jugement de valeur. Donc, ces discussions, où vous avez autour de la même table, je vous rappelle, la Turquie et l'Iran, n'empêchent pas que les tensions entre l'Iran et la Turquie ne s'aggravent. Comme quoi, on est vraiment dans une diplomatie, je dirais du billard à 3 bandes. Non, il faudrait à 6 bandes, là. Parce que, vu le nombre de partenaires et d'intérêts contradictoires en cause, c'est très compliqué. Alors cela peut s'expliquer par l'intervention directe de la Turquie sur le sol syrien en août 2016. Ça a été ce qu'on appelle la bataille de El-Bab. Cette localité de 100 000 habitants, elle se trouve ici. Elle se trouve à 40 km au nord-est d'Alep, et elle a été prise par les forces spéciales turques et des brigades rebelles syriennes alliées à Ankara dans le cadre d'une opération que l'état-major turc a appelée l'opération Bouclier de l'Euphrate. Et donc les combattants de l'État islamique ont pu s'enfuir et ils se sont enfuis plus au sud, une des dernières villes de la province d'Alep qu'ils ont fini par perdre peu de temps après. Ce faisant, la zone qui est sous contrôle turc au nord de la Syrie s'est quand même agrandie, et puis surtout, et on voit bien la finalité de l'intervention militaire, c'est de couper et d'empêcher la jonction entre les deux zones qui sont sous contrôle des Peshmerga, c'est-à-dire des forces d'autodéfense kurdes syriennes qui se battent avec le soutien des Occidentaux contre les forces de Bachar al-Assad et en même temps contre l'État islamique, du moins qui ont mené le combat jusqu'à la fin, lorsque l'État islamique était présent dans cette région. Alors, tout évolue très vite. Dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier, c'était il y a 3 jours, enfin c'était il y a 5 jours, il y a moins d'une semaine en tout cas, une trentaine de blindés est intervenue dans cette zone que j'ai pointée. Il n'y avait pas encore de carte disponible. Je suis allé chercher sur les cartes d'état-major précisément la zone d'Idlib pour que, justement, une fois de plus, on maintienne cette influence turque dans la région nord de la Syrie pour, une fois de plus, ménager l'avenir. Et c'est véritablement dans cet esprit-là que s'est fait l'intervention militaire turque. Alors il faut savoir d'ailleurs que ça s'est plutôt bien passé pour les combattants de l'État islamique qui étaient retranchés dans la zone, puisque l'armée turque les a laissés partir, je dirais, sans difficulté. On voyait bien la raison pour laquelle la Turquie intervenait, c'était ménager l'avenir par rapport aux Kurdes de Syrie, pouvant éventuellement faire la jonction avec les Kurdes de Turquie, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, de façon simultanée à toutes les tensions qu'il y a eu entre Israël et l'Iran, eh bien, un nouveau rapprochement a été entrepris sur fond d'intérêts économiques entre Israël et la Turquie, et ces intérêts économiques, on va les expliquer. On va les expliquer en partie par les perspectives énergétiques que la Turquie peut représenter pour les différents pays de la région, puisque la Turquie est un point de passage, un carrefour énergétique. On aura l'occasion d'y revenir. Un rapprochement diplomatique entre Israël et
et la Turquie. Le gouvernement Obama, avant l'arrivée de Donald Trump, était parvenu à convaincre Benjamin Netanyahu, le Premier ministre de l'État d'Israël, de présenter ses excuses à la Turquie pour l'attaque contre la flottille, d'indemniser les victimes. Le montant quand même de l'indemnisation, après la vie humaine évidemment a un prix, est prévu à 20 millions de dollars. Par contre, la troisième revendication turque, c'est un point de blocage, puisque les Turcs demandaient à Israël la levée du blocus naval sur Gaza, mais là, pour l'État d'Israël, il s'agit d'une question de sécurité majeure sur laquelle, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à transiger. Le problème est simple, c'est que la Turquie n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays dans lequel on a trouvé qu'il y a des perspectives énergétiques considérables, et notamment dans un rapprochement avec la Russie, un projet qui va faire, et qui a été établi l'année dernière, donc en 2016, février 2016, rapprochement Poutine-Erdogan, moins de 10 mois après l'affaire de l'avion russe abattu, c'est-à-dire un projet extrêmement intéressant de gazoduc Turkstream qui traverserait la mer Noire et qui arriverait à Lüleburgaz-Uppsala, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la frontière grecque. Mais attention, ce n'est pas terminé. Vous avez là des opportunités considérables. Parce que le projet transanatolien, vous avez le projet que je vous ai montré tout à l'heure, j'y reviens, le gazoduc qui traverse la mer Noire, mais il y a un autre projet, et qui, lui, contrarie vraiment la Russie. Parce que là, vous voyez que le territoire russe, il est complètement évacué. On prend les gisements de gaz de la mer Caspienne, dans les eaux territoriales de l'Azerbaïdjan, on traverse la Géorgie, on traverse la Turquie, on passe sur le nord de la Grèce, on coupe l'Albanie et on arrive au sud de l'Italie. Je vais rentrer un petit peu dans le détail sur cette diplomatie des tuyaux. Et vous voyez que là, nous avons le gaz européen. On voit bien l'idée. On voit bien l'idée qui intéresse profondément les Européens. C'est d'en finir, ou du moins de relativiser, et de faire comprendre à Vladimir Poutine que le chantage qu'il exerce avec 60% du gaz européen qui vient des champs gaziers de Russie, ça commence à bien faire et qu'on peut trouver une solution alternative. Les Européens ne sont pas non plus idiots. Et, je dirais, les diplomates turcs non plus, puisqu'ils voient bien que l'intérêt des Européens est là. Mais ça n'empêche pas pour autant la Turquie d'entretenir des relations, parce qu'il faut avoir, soyons clairs, une diplomatie des deux fers au feu. Et peut-être, encore une fois, de revenir à cette idée de cet ancien diplomate qui a mis fin à sa carrière politique que je vous ai présenté tout à l'heure, de finalement revenir avec la politique du zéro problème avec les voisins. Tirons des avantages avec tout le monde. Tirons des avantages avec les Européens, même s'ils râlent parce que, bon, du point de vue démocratique et autres, il y aurait des choses à dire. En tout cas, les Européens disent des choses. Mais bon, devant un gazoduc, vous savez, les principes, on peut très vite les oublier. D'accord? Et je vais continuer. Voilà. Et de la Turquie à l'Italie, la route prévue du gaz européen, la Commission européenne d'ailleurs, ça vous intéresse, vous voyez comme quoi il y a aussi une dimension pratique ici, les investissements, alors je pourrais vous donner les chiffres, on est sur du 5 milliards de dollars pour le petit bout qui traverse l'Adriatique, on est sur 7 milliards de dollars pour la partie grecque et albanaise, on est sur 11 milliards de dollars pour la partie transanatolienne. Bon. Pour la partie européenne au sens Union européenne,
c'est-à-dire grecque et traversée de l'Adriatique, la Commission européenne a même autorisé à ce que l'on mette en place une politique de réduction d'impôts, c'est-à-dire que les investissements seraient déductibles des impôts s'ils étaient consentis dans cette zone. Donc c'est dire l'importance que l'on peut lui attribuer. Pour en revenir et pour terminer avec ces relations contradictoires entre la Turquie et Israël, il faut aussi voir ces relations du point de vue de l'État d'Israël. L'État d'Israël a toujours rêvé, mais je dirais c'est logique, il suffit de regarder une carte, a toujours rêvé d'une sorte d'alliance à revers qui prendrait en tenaille les ennemis du nord de l'État d'Israël, et notamment la Syrie et éventuellement l'Irak. Donc l'idée d'un rapprochement diplomatique, d'un rapprochement économique, bon, une fois de plus, là, le partenariat stratégique de 1996, il était dans cette logique-là. Donc, pour l'État d'Israël, avoir des relations avec la Turquie, qui en plus peut être un débouché aussi pour les productions, j'allais dire, high-tech de l'État d'Israël, je dirais, c'est d'un certain point de vue cohérent. Et une fois de plus, il n'y a pas ce problème arabe-palestinien qui envenime les relations forcément entre tous les autres pays arabes, entre les pays arabes et l'État d'Israël, puisqu'une fois de plus, ce n'est pas le cas de la Turquie. Alors, aujourd'hui, les Turcs sont quand même dans une situation d'isolement diplomatique relatif, mais très relatif, puisqu'en fait, ils arrivent, et c'est quand même une réussite de la diplomatie turque. Là aussi, attention à ne pas voir les choses avec mépris ou avec une espèce d'européocentrisme, voire même, pire encore, de francocentrisme. Attention, il y a une politique étrangère turque. Et du point de vue turc, elle est parfaitement cohérente. Là, je crois qu'il faut être là aussi, une fois de plus, modeste. La Turquie a très bien joué son jeu, notamment arrivant quand même à utiliser la question des réfugiés comme un moyen de pression remarquable sur l'Union européenne. Alors après, il y a eu des dérapages, il y a eu notamment des phrases et des mots prononcés à propos de l'Allemagne, à propos de certains meetings en faveur du référendum et tout ce qu'on voudra, certes, mais je dirais que ce n'est que l'écume des choses. C'est l'écume des choses. Alors évidemment, ça fait le buzz. Mais la réalité, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est ces accords à propos de gazoduc. C'est ces accords qui sont des accords dans le long terme, parce que le gazoduc, vous n'allez pas l'effacer avec un discours. Hein. Déjà, il faut le temps de le construire, parce que la mise en service, oh mais c'est bientôt, hein, elle est prévue pour 2019, 2020. En plus, les travaux vont aller très vite. Ce qui, soit dit en passant, d'ailleurs, du point de vue des entreprises turques, du bâtiment et des travaux publics qui ont un vrai savoir-faire, là aussi, faut pas non plus considérer que bon, la Turquie, c'est simplement le détroit du Bosphore et les stations balnéaires. C'est aussi une pépinière de talents, d'entrepreneurs et de gens qui ont développé, notamment dans leurs entreprises, dans les pays du Golfe, de certaines capacités, notamment d'ingénierie, qui ont disputé des parts de marché et même taillé des croupières à des entreprises européennes et notamment françaises. Alors, juste pour terminer sur le jeu de bascule de la géopolitique turque, quelques mots tout de même sur les relations compliquées entre la Turquie et la Russie. Donc vous avez vu qu'on est capable de signer un accord sur un gazoduc qui traverse la mer Noire et qui, lui, part de Russie, c'est-à-dire qui remet en cause le projet de contournement du Trans-Anatolian Project, c'est-à-dire celui qui évite la Russie. Donc c'est vraiment les deux fers au feu. Du point de vue de la politique étrangère, c'est remarquable. Parce que finalement, il suffit de tirer tel ou tel levier, remarquez. Finalement, le maître du jeu, c'est celui qui est au centre. Et ça, indépendamment du talent que l'on peut porter aux diplomates turcs, je dirais que c'est la géographie qui est le cadeau de Dieu de ce point de vue-là. On est obligé de passer par la Turquie. On a été obligé de passer, lorsqu'on a voulu contourner la Russie pour les pétroles de la mer Caspienne, Bakou, Tbilissi, Seyhan, et ont débouché
sur le port de Méditerranée et sur des eaux libres. Donc voilà, le problème est réglé. Alors effectivement, ça peut être paradoxal. En novembre 2015, l'aviation turque abat un chasseur bombardier russe de type Sukhoi. Quelques mois ensuite, un accord technique, avec y compris un accord de transfert de technologie militaire, avec Poutine. Donc véritablement, un jeu de bascule. Alors, il y a des points communs, indéniablement, dans la perception que la Russie de Poutine et la Turquie de Erdogan peuvent avoir. Ils sont tous les deux les héritiers de deux empires. Soyons clairs, que ce soit l'empire des tsars ou l'empire ottoman. Ils ont une conception du pouvoir et des relations diplomatiques basées sur les rapports de force, clairement. Et l'armée turque a été capable de le montrer en intervenant dans le nord de la Syrie, alors qu'elle n'est pas intervenue dans le nord de la Syrie quand il s'agissait des Kurdes dans la bataille de Kobané. Là, clairement, soyons clairs, je le dis souvent dans mes classes, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Et de ce point de vue-là, la Turquie joue sur ses intérêts. Et donc, le pragmatisme de la diplomatie turque, c'est simple. C'est davantage pour pouvoir affronter le problème kurde à l'intérieur du territoire turc que pour défendre les valeurs de l'Occident. Cela, il faut être clair. Alors juste, parce que j'y ai fait référence, un épisode, quand même, qui a opposé la Russie à la Turquie en 91 et qui n'a toujours pas trouvé de solution. Je le rappelle parce que, malheureusement, ça fait partie des choses qu'on oublie parfois, c'est ce conflit gelé dans une zone qui fait partie de la sphère d'influence de la Turquie, l'Azerbaïdjan, et vous avez ce vieux conflit du Nagorno-Karabakh et du Nakhitchevan qui oppose, qui était une sorte de guerre indirecte type guerre froide, entre la Russie et la Turquie. La Turquie soutenant l'Azerbaïdjan dans sa revendication à propos du territoire du Nakhitchevan qui se trouve au sud, et vous voyez que ce territoire se trouve près de la frontière, mais surtout, ce territoire est peuplé d'Arméniens et se trouve en territoire azéri, alors que le Nagorno-Karabakh est peuplé d'Arméniens et se trouve en territoire azéri. Pardon, c'est le contraire. Le morceau arménien se trouve, le morceau azéri se trouve en Arménie et le morceau arménien se trouve en Azerbaïdjan. C'est un héritage de la politique des nationalités de Staline. Alors il s'agit d'un conflit gelé. Il y a toujours des négociations en cours, pour ceux que ça intéresse, depuis 1991. Elles se déroulent toujours en Biélorussie, à Minsk. Ne les confondez pas avec les accords de Minsk à propos de la crise en Ukraine. Mais pour l'instant, il y a quand même eu un affrontement militaire entre les deux pays, les uns étant soutenus par la Russie, les autres étant soutenus par la Turquie. Forcément, 92-93, il y a eu un affrontement assez sérieux, il y a eu quelques milliers de morts, on appelle ça en termes militaires un conflit de moyenne intensité. On n'était pas monté à 10 000 morts, c'est pour ça que c'était seulement moyen, c'est comme pour les PME, c'est pareil. Mais au final, situation toujours gelée et toujours absée de fixation. Alors il y a eu un rapprochement diplomatique. Le prédécesseur de Recep Erdogan s'était rendu en Arménie à l'occasion d'un match de football entre les équipes des deux pays. Donc il y a une évolution peut-être, mais pour l'instant, on est toujours sur une situation bloquée. Heureusement que mon verre était vide. Alors, je vais justement terminer par cette question que je ne peux pas escamoter, évidemment. C'est évidemment la question kurde. Et là, nous sommes sur la géopolitique interne de la Turquie. J'ai envie de dire de façon un peu provocatrice que c'est la conception française de l'État jacobin, transposée dans la Turquie moderne, qui explique sans doute la réticence de l'État turc à reconnaître la revendication identitaire de ses citoyens d'origine kurde.
L'Empire ottoman était une mosaïque de peuples. La pression exercée sur lui par l'Occident au nom de la protection des minorités a amené la Turquie moderne à évidemment se crisper et à ne pas vouloir véritablement envisager une autre option que l'État centralisé de type jacobin, ce qui est d'ailleurs d'un certain point de vue logique au vu de l'influence intellectuelle très importante que la Révolution française a eue sur les élites intellectuelles turques pendant tout le 19e. Donc quelque part, je ne dirais pas que nous sommes en partie responsables de la centralisation des institutions turques, mais quelque part c'est pas faux quand même. Alors, juste un petit rappel, alors il faudra peut-être consacrer une autre soirée à la question kurde, parce que je vois que le temps coule, que le temps s'écoule, mais la particularité de ce peuple, c'est d'avoir été à cheval et d'être toujours à cheval entre quatre États. On a des Kurdes en Iran, on a des Kurdes en Turquie, on a des Kurdes en Irak et on a des Kurdes en Syrie. Et vous avez même une population kurde, à l'époque dans l'ex-Union soviétique, vous en avez quelques zones de peuplement en Arménie et en Azerbaïdjan. Ça expliquait d'ailleurs pourquoi l'Union soviétique avant 1991 avait un intérêt particulier pour la question kurde et notamment soutenait différentes factions politiques kurdes et notamment la famille Barzani. Alors, après le traité de Lausanne, les Kurdes ont été les oubliés de l'histoire et donc vous voyez bien la promesse non tenue de 1920. Le développement du Parti des travailleurs qui a choisi de s'engager dans la lutte armée à partir de 1995 de façon résolue a conduit l'armée turque à développer une politique d'intervention sur les territoires kurdes. Je dirais que ça a été quand même à l'origine d'une prise de conscience de la Turquie et de la population turque à propos du problème kurde. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 300 000 hommes mobilisés dans l'armée turque pour lutter contre les Kurdes, que 2 millions de Kurdes sur une population que l'on estime à peu près à 15 millions a dû quitter ses terres d'origine en Anatolie orientale, et pendant ce temps, en tout cas jusqu'en 2007, le régime syrien apportait son aide logistique au PKK, allant d'ailleurs jusqu'à héberger son leader, son chef qui a été finalement arrêté et qui se trouve actuellement en prison dans l'île prison d'Imrali, c'est juste ici, Abdullah Öcalan, qui a d'ailleurs appelé ses frères d'armes à déposer les armes et à arrêter la lutte armée. Alors il faut savoir, et je vais peut-être terminer là-dessus, en évoquant juste quand même le dernier problème intérieur de la Turquie, ne serait-ce que pour laisser quelques minutes pour des questions éventuelles ou pour des précisions, ou peut-être pour vous renvoyer à d'autres sources et à d'autres références. Simplement, la question, le drame des Kurdes, c'est qu'ils ont été instrumentalisés pendant toute leur histoire par les 4 États dans lesquels la géographie les a placés. Au plus fort des tensions entre l'Iran et l'Irak, Saddam Hussein a porté son soutien aux Kurdes d'Iran et les Iraniens apportaient leur soutien aux Kurdes d'Irak qui, évidemment, luttaient contre leurs gouvernements respectifs. Le seul gouvernement, d'ailleurs, qui, au moins, n'a jamais apporté le moindre soutien aux Kurdes, c'est le gouvernement turc. Là, au moins, on ne peut pas lui dénier la cohérence. Mais, je dirais, c'est la moindre des choses, si j'ose dire. Et c'est, dans une certaine mesure, c'est l'épisode de l'attaque de 2008 menée par Saddam Hussein, attaque chimique menée par Saddam Hussein en 2008, on peut dire que d'un certain point de vue, ça a pu apparaître comme une sorte de soulagement pour le gouvernement d'Ankara qui voulait éviter que se constitue au nord de l'Irak un abcès de fixation kurde. Alors effectivement, ça nous amène à ce référendum d'autodétermination au nord de l'Irak, ce référendum pour l'indépendance, sur lequel les Kurdes ne sont même pas d'accord entre eux. C'est d'ailleurs aussi le drame des Kurdes, c'est leur division. Leur division en famille, leur division en clans et leur division respective, qui, pour l'instant, qu'on le veuille ou non,
malgré, et ça s'est passé encore hier, a permis quand même à l'armée irakienne de reprendre la main sur Mossoul, que l'armée irakienne avait pourtant piteusement abandonné devant une quarantaine de pick-up de Daesh en juin 2014 quand même. Mais l'armée irakienne rentre triomphalement dans la ville dont elle s'est débandée il y a moins de 3 ans, enfin à peine un peu plus de 3 ans, pardon. Donc voilà le problème des Kurdes. Le problème des Kurdes, c'est leur division face à un État qui, clairement, l'État turc, n'a pas envie de remettre en cause son intégrité territoriale. Point final. Alors après, faut-il ou non soutenir, je ne suis pas là pour ça, et pour dire ce qu'il faut penser, faut-il ou non comprendre la revendication identitaire kurde? Sans doute. Existe-t-il une solution fédérale en Turquie? Ça sera aux Turcs et aux Kurdes de le décider eux-mêmes. Mais je crois que là aussi, il faut dans ce genre de situation et dans ce genre de circonstances faire preuve d'humilité et ne pas s'opposer en donneur de leçons, ce que l'on voit trop souvent sur les plateaux de télévision lorsque les experts se répandent en analyse lapidaire sur les chaînes d'information en continu. Il m'a fallu 1 heure pour effectivement commencer à peine à aborder la géopolitique intérieure de la nation, de la Turquie. Et je ne suis pas sûr d'avoir fait le tour de la question. Juste pour terminer, parce que c'est aussi un problème pour la Turquie, c'est une question de géopolitique interne, c'est la question de la communauté alévi. C'est une minorité religieuse qui n'est pas reconnue par la Turquie, puisqu'officiellement elle n'existe pas. La Turquie reconnaît comme minorité, c'est d'ailleurs depuis le traité de Lausanne et le traité de Sèvres, comme minorité les Juifs, les Arméniens et les Arméniens et les Grecs, qui sont reconnus comme minorité. Les Kurdes ne le sont pas plus que les Alévis, qui sont une communauté de l'islam. Alors, communauté de l'islam qui est issue d'un syncrétisme religieux du XIIIe siècle, dont le chiffre est assez compliqué à définir, puisque sur un pays de 80 millions d'habitants, ça se situe entre 12 et 20 millions, et la particularité des Alévis, c'est qu'ils sont les pratiquants d'un islam particulièrement ouvert et tolérant, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ils votent pour un parti du centre-gauche, qui est un parti républicain et laïque, assez hostile au parti du président, l'Alliance pour la justice et le développement, c'est un parti qui s'appelle le CHP, et les Alévis ont comme particularité d'être originaires de l'Anatolie orientale et d'avoir été contraints de migrer dans différentes zones périphériques de la Turquie, et notamment dans les faubourgs d'Ankara. Les Alévis sont difficiles à identifier, si ce n'est que leur conception de l'islam est vraiment très ouverte. Le ramadan n'est pas une obligation, la prière 5 fois par jour n'est pas une obligation, le voile n'est pas une obligation, et ils peuvent boire de l'alcool, et la mixité, notamment lors des cérémonies d'initiation, est fortement recommandée. Bon, c'est assez particulier, ils sont considérés comme des hérétiques par les musulmans les plus intégristes, vous comprendrez évidemment pourquoi. Dernière particularité, par contre, pour ceux qui seraient intéressés, je suis au regret de vous dire que l'on ne peut pas se convertir à cette branche de l'islam, puisque c'est une initiation qui se transmet par le sang. Donc, si vous étiez éventuellement tenté par cette conception ouverte de l'islam, je suis au regret de vous donner comme information que ce n'est pas possible. Donc, voilà, la Turquie est aux portes de l'Europe, elle est aux portes de l'Europe géographiquement. Politiquement, elle me donne le sentiment qu'elle s'en éloigne. La question se posera de savoir quel type de partenariat il faudra nouer avec la Turquie, parce que la Turquie est incontournable en Europe. La preuve, notre énergie va bientôt en dépendre. Pour nous, en plus, ici, Européens du Sud, ce que nous sommes à Béziers. Donc, il faudra bien, effectivement, s'entendre avec la Turquie, parce que c'est une grande puissance incontournable, de 80 millions d'habitants, qui est l'héritière d'une histoire importante, qui est indissociablement liée à l'Europe. On disait de la Turquie qu'elle était l'homme malade de l'Europe, donc si elle était malade en Europe, ça voulait bien dire qu'elle était européenne. Faut-il pour autant poursuivre, renforcer, relancer des négociations d'adhésion au sein de l'Union? Je dirais que pour l'instant, du point de vue du gouvernement de Recep Erdogan, ce n'est visiblement pas une priorité en raison de son orientation en politique étrangère
que j'ai qualifiée de néo-ottomane. Donc, une fois de plus, je vous donne rendez-vous bientôt. Pour l'instant, on n'a pas encore fini de parler de la Turquie. Je vous remercie de votre attention. Concernant les questions, je vais rappeler les règles du jeu. Merci de bien lever la main. Et surtout, on va essayer de faire passer la parole à tout le monde et de ne pas monopoliser la parole pour que tout le monde puisse poser des questions. C'est bien ça, Monsieur Modica? Bravo. Voilà. Exactement. Donc pas de déclaration de principe, s'il vous plaît, surtout sur un tel sujet. On arrêtera le micro très vite. Non, je vous Exactement. En prie, non, je vous en prie, mon Attendez qu'on vous donne... pour ça que j'ai posé quelques questions. Bonsoir. Je m'appelle Ramazan. Mon père est kurde, ma mère est turque. Je suis opinion politique, je suis révolutionnaire, ancien marxiste-léniniste. J'ai abandonné mon opinion politique actuellement. Je suis sans étiquette. Vous parlez de Turquie, Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman. Je vous écoute très bien, mais vous ne parlez pas beaucoup de choses aussi. Par exemple, je donne l'exemple. Votre ancien Premier ministre, Edouard Balladur. Vous connaissez Edouard Balladur quand même? Un petit peu, vaguement. Moi, je vous le dis. La question, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'on ne s'en sortira pas là. Edouard Balladur, d'origine arménienne, il est né en Turquie, l'âge de 5 ans, il est entré en France. Son grand-père, il était ministre de l'économie de l'Empire ottoman. Oui. On est bien d'accord? Non, mais monsieur, vous posez votre question, s'il vous plaît. On ne vous laissera pas terminer. Il nous reste 7 minutes. Il nous reste 7 minutes, donc on ne vous laissera pas terminer. Vous posez votre question, je vous réponds en moins de 30 secondes. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que vous savez, premier actuel président en Turquie, Erdogan, 5 conseillers d'origine du juif et du chrétien? Oui, très bien, tant mieux. Ça montre son ouverture d'esprit dans ce cas. Je ne vois pas trop... Bon, très bien, merci. Merci de cette précision. Une autre question? Une autre question, je peux faire passer de parler très Non, mais c'est largement bon. débat. Non, monsieur, il faut qu'on C'est puisse bon. passer la parole. C'est ce qu'on vous a expliqué au début. On est obligé de passer la parole à tout le monde. Bon, merci quand même. Hein. Allez, votre débat, très gentil. Alors, est-ce que Alors, c'est quelqu'un la réunion. veut prendre la parole? Question. Liberté d'expression. Peut-être une autre question? Ne vous laissez pas refroidir, vous savez. Je veux dire, c'était prévu, hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est... Je l'avais même annoncé à mes jeunes, à mes élèves avant. Je crois que je les avais prévenus. Allez, vas-y, Henri. Oui, je voulais te demander, tu n'as pas fait vraiment allusion à la position de la Turquie aujourd'hui, qui reste depuis maintenant plusieurs décennies membre de l'OTAN. Alors, s'agit-il d'un balancement? S'agit-il d'un troisième fer au feu? Voilà. Oui, alors, clairement, je te réponds tout de suite. La Turquie, elle joue la double carte. Elle a besoin d'être dans l'OTAN. Ménager l'avenir. De quoi demain sera-t-il fait avec la Russie? Donc, l'OTAN, article 5, que tu connais parfaitement avec le système d'intervention, c'est quand même une assurance vie. C'est toujours intéressant. En même temps, février 2016, rencontre de Saint-Pétersbourg, Erdogan et Poutine, qui signent un accord de transfert de technologie. De fer au feu. Mais on est clairement dans une politique d'empire. On n'a pas d'état d'âme. On n'a pas de principe. On a des intérêts. Point final. Les États sont des monstres froids. Tu l'as appris pendant des années. Je continue à le faire. Une autre question courte, il reste 3 minutes. Oui? Je pense qu'en brillant géopoliticien, Bruno Modica a occupé le temps pour assurer que... C'était pas non plus innocent, parce que j'avais pas envie de me retrouver embarqué dans un machin. J'ai grand tacticien qu'il est. Madame, à vous. Bonjour, est-ce que vous interprétez le raidissement islamiste d'Erdogan comme une simple manœuvre pour mieux serrer et tenir son pays d'une main de fer? Hein, voilà. 55% de la population lui est favorable sur sa politique. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il est majoritaire.
avec d'ailleurs une répartition intéressante. Vous pourrez regarder la carte électorale, du point de vue de la géopolitique interne de la Turquie, c'est parfaitement pertinent. Les villes restent laïques. Les personnes d'ailleurs qui portent le voile, on le voit notamment à Istanbul, ce sont surtout les touristes qui viennent du Golfe, qui portent d'ailleurs le voile intégral sous toutes ses formes. Par contre, les campagnes restent traditionnalistes et commencent à être, dans une certaine mesure, un peu excédées, y compris par la violence des mouvements kurdes, qui se sont embarqués dans une espèce de terrorisme aveugle, avec des attentats suicides, etc. Donc, de ce point de vue-là, Erdogan joue sur les deux tableaux, encore une fois. Oui, l'islam est pour lui un instrument qui lui permet de s'affirmer et de se constituer un socle électoral. Après, je ne suis pas dans son cœur, comme dirait l'autre, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un manipulateur et que de l'islam, il n'en a rien à faire et que ce n'est pas un musulman sincère. Qui suis-je pour dire une chose pareille? Donc, je crois que c'est d'abord, du point de vue du Parti de la justice et du développement, une conception d'un islam que l'on veut à la fois rigoriste, qui lui permet, là aussi, d'un point de vue diplomatique, un rapprochement avec les pays du Golfe, dont il dégage clairement des intérêts économiques. Ensuite, effectivement, pour le reste, ça lui permet de renforcer son influence, et notamment, pour vous donner un exemple très concret, à la suite du coup d'État, il y a eu un nettoyage au sein de l'armée, et aujourd'hui, il est en train d'islamiser l'armée turque en autorisant les élèves des écoles religieuses à rentrer directement, sans concours, dans les écoles d'officiers. Bon. Ceci dit, ils ont eu un sacré problème parce que la purge au sein de l'armée qu'il y a eu après le coup d'État, il y a eu quand même une purge qui est tombée jusqu'aux officiers subalternes, c'est-à-dire jusqu'au niveau des capitaines, ce qui a posé un sacré problème dans l'aviation, parce qu'à force d'éliminer des gens suspectés d'appartenir à la confrérie guleniste, dont je n'ai pas eu le temps de parler, on avait éliminé tous les pilotes. Et évidemment, un pilote qualifié F-16, on ne le trouve pas à la NPE. Je sais bien qu'on recrute des profs sur le bon coin, mais des pilotes de F-16, c'est un peu plus compliqué. Alors, dernière question, on va peut-être frustrer les personnes, mais une question rapide, parce qu'on a des questions d'horaire et on ne peut pas... Et là, on va finir la salle. Voilà, dernière question, monsieur. Allez-y, pour une question courte. De mes souvenirs à l'école primaire, l'Europe s'est arrêtée au détroit des Dardanelles. Et le reste de la Turquie appartient à l'Asie, pour moi. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Alors, la géographie et la géomorphologie structurale, je vous rassure tout de suite, non. Quoique, attention, nous sommes quand même dans une région sismique avec une ligne de fracture majeure en Méditerranée que tous les sismologues connaissent. Alors, pour vous répondre sérieusement, l'Europe, c'est pas une idée, c'est pas une réalité physique. L'Europe, c'est une histoire. Et de ce point de vue-là, je dirais que la Turquie, 5 millions de ressortissants en Europe, la Turquie est quelque part en Europe. Elle est au contact de l'Europe, je dirais de part et d'autre du détroit des Dardanelles, si vous voulez. Ça permet de se dire, quand vous êtes du côté européen, tiens, je regarde l'Asie, et quand vous êtes du côté asiatique, vous dites, tiens, je regarde l'Europe, et ça fait des photos sympas de retour de vacances. Mais au final, la Turquie est un carrefour. Elle a été ce carrefour, mais qui était le carrefour, qui était l'Empire byzantin, avant que ce ne soit l'Empire ottoman. Et de ce point de vue-là, une fois de plus, et là je vais encore citer Bismarck ou Napoléon, parce qu'on n'a jamais su vraiment à qui attribuer cette citation, la géographie est le facteur permanent de la politique. Donc il y a un facteur permanent, et puis vous avez des tas de facteurs évolutifs. Ce sont ces facteurs évolutifs que j'ai essayé de vous montrer ce soir. Voilà. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.